Vous êtes sur la Moto TV, mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre journal qui commence par les titres. Les affrontements entre le FARDC et les rebelles du M23 ont repris ce jeudi 9 janvier 2025 dans les localités de Mambasa et Matembe à territoire de Lubero, accompagnés de détonations d'armes lourdes et légères. Ces combattants font suite à une offensive récente de l'armée congolaise appuyée par le résistant Wazalendo qui avait permis de repousser les rebelles de certaines positions. Parallèlement, des affrontements se poursuivent dans les territoires voisins de Massissi où les FARDC auraient pris le contrôle des Massissi Centre. Un rapport des Nations Unies révèle que les systèmes de brouillage GPS opérant depuis de positions stratégiques au Rwanda perturbent gravement la navigation aérienne dans l'est de la RDC. Ces interférences attribuées à l'armée rwandaise RDF et au M23 affectent gravement le vol. Le rapport de ces experts de l'ONU fustige également le recrutement forcé des enfants dont des mineurs effectué par l'AFM23 pour soutenir son expansion dans l'est de la RDC. Tout pour les sommaires, les détails dans ces laps de temps. Bienvenue mesdames, commençons par cette page éducative. L'Université de l'Assomption au Congo UAC adopte le style scientifique APA pour l'élaboration des travaux de ses étudiants. Une conférence animée par le docteur Héritier Tenguepia ce jeudi 9 janvier 2025 a permis aux finalistes d'en apprendre les principes et l'importance de ces styles. Juge adapté, exigence actuelle de la recherche sera désormais les standards pour tous les travaux scientifiques à l'UAC. Suivez ce reportage de Léandrine Maloulé et Promesse Mouyana. Une conférence sur le style scientifique APA se tenait dans la salle jubilée de l'UAC, animée par le docteur Nsenkepia, président du jury. Cette session a rassemblé les étudiants finalistes des anciens un nouveau système pour les former à ce style défini par l'American Psychological Association, principalement utilisé pour citer des sources dans les travaux scientifiques. Selon les conférenciers, ce style est particulièrement adapté au contexte actuel où les outils technologiques et l'intelligence artificielle jouent un rôle clé dans la rédaction scientifique. Il faut qu'on parle des choses comme ça aujourd'hui. On a ajouté la façon de citer ChatGPT, on a ajouté la façon de citer Gemini, on a ajouté la façon de citer Bing, tous ces outils-là d'intelligence artificielle. Les étudiants présents, issus des différentes filières, ont montré un grand intérêt pour le sujet. Ils ont posé des questions concernant la maîtrise et l'application du style APA dans leurs travaux, auxquels le docteur Nsenkepia a répondu avec des éclaircissements détaillés. La façon d'écrire. Pas seulement faciliter la façon d'écrire, mais permettre à ce que les gens aient là. Donc vous aurez moins de textes intégraux tels que vous piquez si vous mettez, vous piquez. Parce que vous êtes en train de paraphraser, vous narrez les idées, vous mettez les idées des gens, vous citez, vous référencez. Et ça fait que ton texte que tu as écrit devienne une originalité par rapport au texte que quelqu'un d'autre a écrit hier. Conflit entre étudiants, pour éviter cela, il faut uniformiser même style. Et le style qu'on a trouvé le plus uniformisable, c'est le style APA. À la fin de la conférence, le docteur Héritier Nsenkepia a annoncé que le centre de recherche de l'UAC adoptera officiellement ces styles pour uniformiser les travaux académiques. Cette année, on a retenu que nos recherches, que ce soit les publications dans la revue Étincelle ou nos mémoires, soient rédigées en suivant ou bien en appliquant le style APA pour les citations. Et ça ne propose pas seulement la façon de citer, mais ça propose aussi la façon de formater les textes. C'est le système adopté au niveau du centre de recherche de l'UAC pour tous nos travaux. Pas seulement les mémoires et les projets tutorés, mais aussi les articles à publier dans notre revue Étincelle. Il a également encouragé chaque étudiant à s'approprier le style APA en respectant ses normes et en lisant d'autres publications rédigées sous ces formats.
Sécurité à présent, des combats ont repris entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le rebelle du M23 à Mambasa et Matembe, des localités du territoire des Lubero. Des détonations d'armes lourdes et légères sont attendues depuis l'aube de ce jeudi 9 janvier 2025. Selon les sources locales, les affrontements ont éclaté simultanément sur plusieurs lignes plongeant la population dans une psychose. Suivez ces récits de Mwana Mupenzi Manzekele. Il y a plus d'une semaine, l'armée congolaise appuyée par le général Zissa Wazalendo a réussi à repousser les rebelles du M23 de certaines positions dans les territoires de Lubero, notamment Mambasa, chef-lieu de la chefferie de Bamate. La société civile locale, qui s'est confiée à Actualité Possédée, encourage l'option militaire pour reconquérir les zones sous occupation rebelle. La reprise des combats à Lubero intervient au moment où l'armée congolaise et le M23 s'affrontent aussi épais loin dans le territoire de Massissi. Mercredi, l'armée a délogé le M23 de la cité de Massissi Centre. Ce jeudi encore, les affrontements se poursuivent au chef-lieu du territoire de Massissi. Entre-temps, des populations sont à déplacement, fuyant les détonations d'armes et craignant pour leur sécurité. Un nouveau rapport des Nations Unies révèle que la coalition politico-militaire AFC M23 intensifie les recrutements forcés, y compris celui des mineurs, pour soutenir son expansion territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo. Avec l'appui des forces rwandaises et ougandaises, elle forme de milliers de combattants tout en investissant dans l'endoctrinement idéologique et les renseignements, cela en exaspérant les violations de droits humains dans la région. Suivez ces récits de Gérard Mourefou. Selon ce rapport, cité par Actualité PCD, depuis avril 2024, l'AFC M23 a recruté au moins 3000 combattants et a achevé leur formation militaire, tandis que 2500 autres étaient encore en formation à la fin de l'année. Parmi eux figurent 600 membres du groupe armé Zahir basé à Nitouri. Une cérémonie de remise de diplômes pour 3000 officiers s'est tenue le 2 octobre 2024 à Tianzhou. Cérémonie qui confirme l'ampleur des activités de formation soutenues par des instructeurs congolais, ougandais et rwandais. En plus des activités militaires, l'AFC M23 pratique l'endoctrinement idéologique et cible des populations des zones qu'elle ne contrôle pas encore, cherchant à se rallier à sa cause. D'après l'ONU, les recours aux enfants dans ces rangs constituent une violation flagrante du droit international humanitaire. Sous la direction de Sultan Makenga, la coalition collabore avec d'autres groupes armés au nord Kivu, au sud Kivu et à Nitouri pour renforcer son influence politico-militaire. L'ONU pointe aussi les Rwandais dans le brouillage des signaux GPS qui perturbent des vols civils, humanitaires et onisiens. À en croire ce rapport, entre mai et août 2024, deux systèmes de brouillage ont été identifiés, l'un à Kisenyi, près de la frontière congolaise, et l'autre à Kamembe, à proximité de Bukavu. Et troisième dispositif a été localisé à Kanyabayonga au nord Kivu, après que la région a été conquise par les M23. Ces perturbations ont causé des accidents, notamment l'écrasement des drones de la MONUSCO en octobre 2024, après ébrouillage GPS dans une zone de combat au nord Kivu. Les experts de l'ONU soulignent que ces attaques motivées par des objectifs militaires augmentent considérablement les risques pour les aéronefs qui doivent souvent passer à pilotage manuel pour éviter des accidents. Bien qu'aucune preuve n'incrimine les forces des armées congolaises et FARDC, le rapport appelle à une vigilance accrue face aux dangers croissants pour la sécurité aérienne régionale. Face à ces graves violations des droits humains, les Nations Unies appelle à une action internationale urgente pour stopper les activités de l'AFC M23 et ses alliés qui menacent davantage la stabilité de la région.
Faisons et part à Kinshasa où le président Félix Tshisekedi a réuni mercredi 8 janvier le Conseil supérieur de la défense pour une session stratégique axée sur la sécurité nationale et bilan exhaustif des opérations militaires en cours dans l'est du pays a été présenté avec pour objectif de renforcer la coordination des forces armées et de planifier de nouvelles offensives contre les groupes armés. Suivez ces récits de Grâce Kaniki. Cette réunion a connu la participation des officiers supérieurs responsables des principales branches de l'armée, de la police nationale congolaise ainsi que des services de sécurité. Elle est la première rencontre avec le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant général Jules Banza Mwilampwe. Au cours de celle-ci, un bilan exhaustif des opérations militaires en cours dans l'est du pays a été présenté avec pour objectif de renforcer la coordination des forces armées et de planifier de nouvelles offensives contre les groupes armés. Après les assises, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a exprimé la volonté ferme du gouvernement de mettre fin aux agressions perpétrées par les ennemis de la paix. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Le porte-parole du gouvernement a aussi annoncé des mesures strictes visant à sanctionner les médias qui diffusent des messages de propagande favorables aux ennemis de la République démocratique du Congo. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Le président de la République a salué la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent avec détermination pour défendre l'intégrité territoriale. Revenons à la ville de Butembo où des organisations de la société civile appellent le gouvernement congolais à construire des maisons pour encadrer les enfants orphelins afin de leur offrir un meilleur accompagnement. Enfin, à Butembo, de nombreux orphelins, notamment ceux de guerre, vivent dans la mendicité. Ils sont souvent visibles au centre-ville, demandant de l'aide pour survivre. Suivez ce reportage de Mirembe Kitawite, rendu par Clémence Nengo. Le Parlement d'enfants de Butembo-Lubero exprime son indignation de voir des enfants orphelins sillonner la ville pour quémander afin de trouver quoi manger. Le président Ngunza Joël estime que ces enfants devraient être à l'école et non dans les rues et appelle les services compétents ainsi que les acteurs du secteur éducatif à réagir. Si ces enfants ne sillonnent pas dans la ville, si ces enfants ne quémandent pas, ils ne vont pas porter des habits, ils ne vont pas manger. Raison pour laquelle vous pouvez voir nombreux d'entre eux qui ne sont pas entrés dans l'école, bien qu'il y ait gratuité même à l'école primaire, mais ils n'ont pas cette possibilité, cette capacité. En tout cas, nous devons, bien que nous ne savons pas s'ils sont combien exactement, mais nous devons dire qu'ils sont très nombreux.
Maître Mirembe, président de la nouvelle société civile, est du même avis. Il reconnaît que les conditions de vie sont difficiles à cause de l'insécurité imposée aux habitants. Il invite les autorités à rétablir la paix, socle de tout développement. C'est une situation qui inquiète. Et si nous voyons les premiers responsables, c'est l'État congolais. Parce que si l'État congolais pouvait prendre ses responsabilités en restaurant la paix dans le milieu d'origine de ces familles, on n'assisterait pas à des cas de mendicité, on sait de la vie. Actuellement, plusieurs orphelins vivent à Butembo dans des conditions précaires. Ils sont hébergés soit dans des orphelinats, soit dans des maisons d'accueil. Cependant, il est difficile d'estimer leur nombre exact car de nombreuses structures et familles d'accueil le prennent en charge de manière indépendante. Et la prise en charge des enfants orphelins de guerre qui devrait relever de l'État reste préoccupante à Butembo. Maître Sekera, qui va souvent mot, dénonce l'abandon de ces enfants à des particuliers sans cadre légal où ils subissent parfois des abus. Les services étatiques, bien qu'encourageant les initiatives privées, admettent un manque de moyens pour leur protection. Sacré Kangiti l'a rencontré, Isabelle Wangaimuka nous rend ce reportage. La situation des enfants orphelins de guerre en ville de Butembo est alarmante. Ces enfants, déjà traumatisés par la perte de leurs parents dans des conflits, se retrouvent souvent exploités dans certains centres d'hébergement, comme les dénonce Maître Sekera. Mais notre pays, c'est un état de difficulté. Et ça fait que les enfants sont vraiment des victimes. Alors, les faits infractionnels qui se commettent, parce que c'est interdit d'exploiter les enfants. C'est interdit, parce que la place des enfants, c'est à l'école, d'abord, soit en famille, soit à l'école. Ces juristes et défenseurs des droits humains appellent les autorités à sanctionner les responsables des orphelinats qui utilisent ces enfants à des fins économiques ou autres. Lorsque on exploite les enfants, ce sont des faits qui sont réprimés parce que nous avons une loi portant protection de l'enfant de 2009 qui effectivement interdit l'exploitation des enfants. Et donc, ces faits-là, il faudra que le procureur et même les OPJ puissent suivre ça de près. Ce n'est pas parce que nous sommes un État en difficulté qu'il faut encore commettre des faits infractionnels ou qu'il faut doublement rendre victimes ces enfants-là. Approchés, les services de l'État, quant à eux, reconnaissent leur incapacité à assurer un encadrement suffisant faute de moyens. Ils encouragent cependant les personnes de bonne volonté ayant les ressources nécessaires à accueillir ces enfants. En revanche, ils mettent en garde contre la gestion des orphelinats sans les conditions adéquates, ce qui pourrait exposer ces enfants à davantage de précarité et à la mendicité. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.